Bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien Spitzer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous connaissez, nous vous connaissons. Vous êtes venu, je crois, 2 fois à la journée du livre du MJLF. Oui. Vous avez été journaliste pendant de longues années et puis vous vous lancez maintenant dans l'écriture. Vous avez écrit un premier roman qui a été beaucoup remarqué, qui a reçu des récompenses, de belles récompenses, C'est Rêves qu'on piétine, qui nous parlait de Magda Goebbels. Et de l'homme qu'il a élevé. Et de l'homme qu'il a élevé, bien sûr. Enfin, le personnage central était Magda Goebbels. Oui. Le cœur battant du monde, avec en personnages centraux Marx et Engels. Oui. Et puis, vous avez aussi raconté le sauvetage de la cathédrale Notre-Dame, mais qui est peut-être un petit peu à part. Je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous en parler. Je n'en parlerai pas. Et aujourd'hui, vous nous livrez un roman absolument prodigieusement captivant. Je le montre à la caméra. La fièvre. Oui, c'est bien celui-là, je le reconnais. Vous le reconnaissez? Ouais. Alors, j'ai mis des petits post-it. J'espère qu'on aura le temps de lire quelques tout petits passages qui m'ont beaucoup plu. Alors, comme dans vos autres romans, vous partez de faits historiques. Goebbels, Marx. Aujourd'hui, la fièvre, c'est la fièvre jaune. La fièvre jaune qui s'est abattue sur Memphis en 1878. Et vous avez aussi un deuxième point commun avec vos autres romans, je trouve, c'est ce fil rouge d'un petit enfant un peu perdu qui cherche une filiation, qui cherche à transmettre. Alors, votre livre s'ouvre sur un meurtre épouvantable, parce qu'en fait, on est à seulement une dizaine d'années de l'abolition de l'esclavage. Le Ku Klux Klan est à son paroxysme. Comment ? Le Ku Klux Klan vient d'être créé depuis quelques années, oui. Il vient d'être créé, et la haine des Noirs est absolument atroce, et ce meurtre est atroce. Alors, revenons à l'épidémie de fièvre jaune, elle fait 5000 morts, elle dévaste la ville, qui se vide pratiquement de ses habitants, parce que quand on n'est pas mort, on fuit, et on fuit dans des conditions absolument atroces. Comment vous est venue l'idée de ce roman? Parce qu'il a un tel écho avec la crise d'aujourd'hui, toute proportion gardée. Alors, c'est évidemment totalement involontaire. L'idée m'est venue en avril 2019, soit de longs mois avant que l'épidémie que nous traversons émerge, commence à naître, notamment en Asie. Avril 2019, j'entends une émission à la radio, une chanson d'Elvis Presley qui est sur scène et qui ne peut pas terminer sa chanson parce qu'il est pris d'un fou rire. Je me renseigne sur Elvis Presley pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché ce fou rire. Oui. Je lis sa biographie et puis je trouve au détour d'une note de bas de page des éléments sur l'histoire de Memphis, qui était la ville de Elvis Presley. Oui. L'histoire de cette épidémie 1878 qui va faire perdre à Memphis son statut de ville, qui va la décimer et qui va marquer très longtemps sa population. C'est ça. Je trouve ça intéressant, je ne connaissais pas cette histoire, je m'y plonge et puis en m'y plongeant, je découvre il y a un auteur qui témoigne de ce drame. Oui. Je découvre, c'est là que ça m'intéresse, c'est pas l'épidémie en soi qui m'intéresse, c'est je découvre l'histoire de 2 personnages incroyables. Oui. La tenancière d'un bordel à Memphis, qui s'appelait Anne Cook. C'est ça. Et puis le directeur du journal local, qui était aussi membre du Ku Klux Klan, qui s'appelait Keating. Et ces 2 personnages, face au drame qui va se dérouler dans leur ville, vont être immensément humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont se révéler face à la catastrophe. Tout comme les personnages secondaires, ils vont nous prendre de court. Cette femme qui vivait en marge de la société, cet homme qui était cadenassé, embrigadé dans sa haine. Dans sa haine, tous les 2 vont beaucoup évoluer. Et c'est tout ce qui m'intéressait. En plus, le personnage, en tout cas pour Anne Cook, qui est éminemment attachante, je suis tombé amoureux d'elle. Oui. Et puis surtout de ce qu'elle fait. Belle. Voilà. La voici, si l'on peut dire. Voilà comment je me présente, d'après cette photo. Mais, bien sûr.
Et c'est tout ce qui m'intéressait. En fait, aucun n'avait l'étoffe d'un héros, et il se révélait héros, en définitive. Comment le drame nous révèle, c'est aristotélicien, c'est l'histoire de la catharsis, c'est comment un événement fort vient percuter nos vies et révéler nos personnalités, notre humanité la plus profonde, la plus radicale, avec les lâches, les courageux, les téméraires, ceux qui font ça pour rien, qui vont aider pour rien. Oui. À huis clos, c'est presque un huis clos, c'est une petite ville moyenne des États-Unis. Ça se passe en quelques jours, ça se passe dans un lieu clos, ça se passe avec les mêmes personnages, et c'est le ressort de la tragédie. Donc voilà, je suis le dramaturge, hein, j'ai mes personnages, en plus ils ont existé, donc je suis aidé par l'histoire, et puis j'observe, je me plonge dans leur histoire, dans leur quotidien, et j'en ressors ce livre-là. Alors quand j'ai rendu mon livre, c'était en mars dernier, en mars 2020, et en mars 2020, au début mars 2020, je fêtais les 50 ans. Je ne m'attendais pas à les fêter en quarantaine. Et le monde, surtout, a basculé. Le monde a fêté. Le monde s'est arrêté de tourner comme d'habitude. Ouais. Et donc, il a rencontré une autre dimension à ce moment-là, qui s'amorçait depuis janvier, février, bien évidemment, mais qui ne prenait pas du tout le même essor. Et chez Albin Michel, il y a eu un branle-bas de combat. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ce texte ? Personne ne s'y attendait, moi non plus, bien évidemment. Il y a une sorte de, vous voulez dire une sorte de malaise, presque ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'il faut le sortir tout de suite ? Est-ce qu'il faut attendre ? Si on attend, est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres ? C'est étonnant, oui. Combien de temps il faut attendre ? Quand un livre comme ça est percuté, quand une fiction est percutée par l'actualité, c'est extraordinaire, oui. C'est très perturbant. Et au fond, dans toutes les rencontres, j'ai toujours le même sentiment. C'est aujourd'hui, en verbalisant les choses, c'est que ce type d'histoire-là, en fait, c'est peut-être pour ça que nous, on est fait les écrivains. Depuis que le monde est monde, depuis qu'on est doué de paroles, on raconte le monde pour essayer de se le figurer. On colle des mots sur les événements qui nous dépassent. À l'écrit, ça commence avec Homère. On va nommer les choses pour leur donner une existence, une consistance. Et aujourd'hui, quand on traverse un drame pareil, une époque aussi bouleversée, on a besoin de mettre des mots dessus pour commencer à la comprendre. Et ce livre-là, c'est une plongée dans l'histoire, dans un moment qui y ressemble peu ou prou, et qui finit par nous éclairer parce qu'il dit beaucoup de ce que nous sommes au fond et de ce que nous serons toujours face à un épisode dramatique, avec ces catégories de personnes, avec ces surprises. Avec le sordide qui côtoie le sublime. Oui, bien sûr. Accepter les deux dimensions, c'est cette boussole. Il y a un nord et puis il y a un sud. Voilà. On ne va pas à l'est et l'ouest, on va que dans la radicalité. C'est le nord et le sud. C'est tu survis ou tu t'effaces. Où est-ce que tu es ? Ou alors, le monde est polarisé. La simplification s'est opérée. Et voilà, et ce livre, il prend beaucoup de sens parce que finalement, on voit les grandes étapes du drame. Le moment où il se déclenche, la sidération, le moment de panique, et puis la révélation. Qui tu es au fond de toi ? Qui es-tu ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la petite fille ? Elle est métisse. Elle a une maman aveugle, noire. Elle a un père dont on va découvrir qu'il est blanc. Elle est épileptique. On ne sait pas pourquoi. Bon, ça, c'est un personnage fictif. Oui. C'est ça. Les deux autres personnages dont on a parlé sont bien réels. Nous avons aussi un autre personnage réel, je crois, est T. Brown, l'ancien esclave, maintenant libre, et qui lui aussi, finalement, on ne va pas tout révéler, mais il va sauver la ville. Alors, on va pas le dire, c'est ça ? On ne le dit pas. On ne le dit pas. Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, la petite fille ? La petite fille, comme vous l'avez si bien dit en introduction, dans mes romans, il y a toujours un enfant. C'est ça, oui. Je ne pense pas qu'il y aura toujours un enfant, c'est-à-dire qu'après, sinon, je vais aller dans une mécanique, et je ne veux pas m'enfermer dans une mécanique. Mais il se trouve que jusqu'à présent, j'ai traduit mon inconscient en mobilisant ma créativité pour faire naître un enfant. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui ne sait pas, c'est celui qui ressent, c'est celui qui ne dit pas toujours, mais c'est celui qui est au cœur, c'est celui qui voit les yeux grands ouverts et qui capte tout. Oui. Qui capte tout sans
sans véritable logique intérieure. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est la vie et la mort, évidemment. Et cet enfant, en fait, plongé dans ce jeu de qui, hein, plongé dans ce jeu d'adulte, plongé dans ce drame, dit beaucoup des adultes qui côtoient, des adultes qui l'observent, dit ce que les adultes eux-mêmes ne voient plus depuis longtemps, depuis qu'ils ont perdu cette insouciance, cette innocence. Oui. Alors, le regard de l'enfant apporte ça, oui. Avec une quête absolue, une quête identitaire, hein, la filiation, la quête du père, et qui est mon ressort intime, hein, qui est au cœur de mes livres, la filiation. Et puis, ce regard porté qui s'autorise des naïvetés. Ce n'est pas le seul personnage du roman, loin de là, il y en a d'autres, mais voilà, ce supplément d'âme, je le trouve très enrichissant. Et c'est une respiration dans un livre dur, violent parfois. C'est un beau personnage. Je voudrais lire, j'annonçais un tout petit moment de lecture. Je crois que un moment très fort, son père est mort et la petite fille se rend au cimetière. Elle reprend sa pioche et fourre sa longue langue de métal entre les planches de bois. Elle force dessus, elle bascule, elle peine, elle force encore. L'une d'elles se fend enfin. Elle ne sent pas l'odeur et refuse de voir les asticots à l'œuvre. Elle se moque des enfers, des tabous et de l'horreur. Elle veut juste savoir, le voir de ses propres yeux, la couleur de sa peau. Oui, rien que ça. La mort dépouille les hommes de leur vie, pas de ce qu'ils ont été. Amy fouille ce cercueil comme elle ferait les poches d'un souvenir. Elle écarte des gravillons et sans doute quelques larves. Une bande de tissu fait le tour de sa tête pour maintenir sa mâchoire close. C'est donc vrai, il était blanc son père, aussi blanc que les gens qui comptent. Elle aurait tant voulu marcher au bras de son père, à l'ombre et n'importe où ailleurs, partout où il l'aurait emmenée. Elle aurait tant voulu leur prouver qu'elle n'était pas que noire. Je trouve ce passage magnifique. Il y en a beaucoup d'autres dans ce magnifique livre. Merci. Merci. Merci, Evelyne. Bravo. Et j'invite vraiment tout le monde à découvrir ce livre à la lumière, comme on l'a bien dit, des événements d'aujourd'hui. Il prend une saveur encore plus extraordinaire, particulière. Merci, Sébastien Spitzer. Merci. À bientôt, à l'année prochaine, j'espère. En vrai. C'est à vous de le dire. Au revoir.